Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 29 juin 2021, jour funeste dans l'histoire de la France. Comme vous le savez, hier, il s'est passé un événement dramatique qui va compter dans le récit que nous faisons tous, chacun, nous, Français. J'y reviendrai. En tout cas, ça fait un an, c'est le 12e numéro aujourd'hui, ça fait un an que je vous répète d'ailleurs chaque mois que cette émission, c'est dans le sol, modeste mais géniale, vous le savez, produite par la coopérative Rhizobium, cette coopérative, pardon, voilà, je règle mon écran, cette coopérative d'intérêt collectif, cette SIC, qui accompagne des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers pour apprendre à observer la santé de leur sol en Occitanie. C'est le programme Réseau Sol et son Pecnolab. C'est aussi Rhizobium qui conduit depuis une génération, 20 ans, le programme Réseau Sagne, qui œuvre depuis toutes ces années pour aider les propriétaires et les exploitants de sols dits hydromorphes, ce sont les zones humides, les sols qui font sprouch quand on marche dessus avec des bottes, voilà, qui aident donc ces exploitants agricoles à conserver ces zones humides. Il y a une centaine d'adhérents dans le réseau Sagne et plus de 1000 hectares de sagnes, de tourbières, de zones humides ont ainsi été conservés dans leur bon fonctionnement dans le sud du Massif central. Chaque mois, on vous propose donc une nouvelle émission avec des intervenants bien évidemment de qualité, de très haut niveau pour dialoguer avec vous, mesdames, messieurs. Se sont succédés ainsi des chercheurs, des agriculteurs, des élus, des ingénieurs, des praticiens, tous spécialistes ou pratiquants de leur domaine. Alors, on a déjà abordé beaucoup de choses. On a parlé pédologie, agronomie, matière organique et carbone du sol. On a parlé bactéries, on a parlé micro-organismes, on a parlé érosion des sols, on a parlé santé des sols et on a parlé droit, on a parlé juridique, on a parlé de l'existence ou de l'inexistence des sols dans notre inconscient collectif et dans notre droit. Alors, vous pouvez d'ailleurs revoir les anciennes émissions. Il y en a donc déjà 11 sur la chaîne YouTube Pecnolab TV qui compte déjà, mesdames, messieurs, 13 000 vues depuis un an. On appelle ça un succès. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé hier soir, ce qui m'oblige à avoir sorti mon coq sportif, on peut considérer que nous étions dans la pensée magique, nous, phares de l'humanité, allions nécessairement gagner face au pays du gruyère et des comptes numérotés. Eh bien, nous sommes retombés sur Terre. Nous sommes retombés sur Terre face à la Suisse. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ce soir, je vous propose un entretien avec un franco-suisse. Je ne vais pas le sacrifier, à moins que vous en décidiez, mesdames, messieurs. Nous allons faire une votation, séance tenante. Faut-il sacrifier Pascal Boivin? Je pose la question, réponse dans entre une demi-heure et une heure. C'est la durée générale de ces émissions. Pascal Boivin, qui est professeur de sciences du sol au département agronomie dans une université de sciences appliquées. Vous allez nous expliquer ce qu'est une université de sciences appliquées de Genève qui s'appelle l'EPIA. Vous êtes également, Pascal Boivin, président de la Confédération des 42 sociétés savantes qui, en Europe, s'occupent des sols. En France, il y a l'Association française d'études des sols. Et vous allez donc nous parler du rapport entre les sciences du sol et la société. Vous allez nous parler, pensée magique, non pas forcément fake news, mais en tout cas fake ideas. Vous allez nous parler de ces idées toutes faites qui traînent sur le sol et pas que sur le sol. Pascal Boivin, bonsoir. Bonsoir. Je vais quand même vous demander ce que vous avez pensé du match d'hier en 10 secondes, juste pour vous embêter. Ah, il était parfait, il était très suisse. Tout le monde se retrouve dos à dos. Bon, malheureusement, il y avait les pénaltys à la fin, mais sinon, c'était juste quelque chose qui me permettait de retourner au boulot sans souci, sans me faire lyncher. Donc, c'était très bien. C'est parfait, c'est parfaitement répondu. On a fini sur un score neutre comme la Suisse. Oui, neutre et puis consensuel. Enfin, voilà. À la fin, ça n'était plus, malheureusement. Mais voilà, moi, j'étais parti me coucher. Donc, ce sont seulement les klaxons qui m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer… Alors déjà, Pascal, qu'est-ce que pour nous autres Français à 100%, nous ne sommes pas franco-suisses, qu'est-ce que l'université de sciences appliquées? C'est quoi? C'est une grande école? C'est une université? C'est quoi? Ni l'un ni l'autre, en fait. D'accord. Le système suisse est très, très différent du système français. Je crois qu'il a quelques parentés avec le système allemand. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres cas comme ça dans le monde. 70% d'une classe d'âge ne va pas à l'équivalent du baccalauréat. Donc 70% fait ce qu'on appelle, nous, un apprentissage en France.
qui s'appelle aussi un apprentissage par un certificat fédéral de capacité, avec un certain nombre de corollaires. C'est que s'il y a autant de gens qui font ça, c'est que le système n'opère pas de tri social sur le fait d'avoir un baccalauréat et puis d'être ensuite à l'université. Si vous regardez le gouvernement suisse, il y a un agriculteur, une pianiste, enfin voilà, l'ENA n'existe pas, les élites ont été chassées depuis 8 siècles. Donc c'est vraiment une psychologie très différente, et la branche professionnelle donc, est la branche principale. Et vous pouvez avoir des gens très très haut placés d'un point de vue socio-professionnel qui vont sans hésitation pousser leurs enfants à faire un apprentissage. Voilà. Alors cet apprentissage ensuite peut déboucher sur ce qu'on appelle un bac pro. Et derrière, eh ben, les hautes écoles de sciences appliquées, pour la version française, université de sciences appliquées, sont en fait là pour accueillir en études supérieures les gens qui sont passés par la branche professionnelle. Donc, une petite partie d'entre eux, mais 10-15%, vont faire un bachelor, un master, et continuer comme ça dans leur formation. De nouveau, il n'y a pas cet a priori de déclassement qui est associé à la formation professionnelle en France. D'accord. C'est pas anodin ma question, parce que j'y reviendrai après, effectivement, sur la considération qu'on peut avoir ici ou là pour les agriculteurs. En tout cas, vous avez intérêt à acheter des rafales, hein, en étant lice, pour vous rattraper sur ces buts que vous nous avez mis. J'ai parlé de pensée magique à propos du match d'hier. Je pense qu'on y était. Est-ce que, à propos des salles, on est aussi dans des formes de pensée magique? Et puis, comment vous la définissez d'ailleurs, cette pensée magique? Alors, c'est un emprunt sauvage que je fais à la psychologie, à la psychanalyse, où il y a la pensée magique infantile. On en rajoute souvent infantile parce que c'est propre à l'enfance, mais ça peut se retrouver chez l'adulte. Et c'est un emprunt approximatif, je pense, diront les psychologues. Mais enfin, on retrouve un certain nombre d'idées, en fait, qui, moi, me frappent dans nos milieux professionnels, qui est cette croyance dans la toute-puissance des idées. Dans la toute-puissance des idées, qui fait que on imagine que les idées, en fait, des idées fort simples, souvent, peuvent s'imposer à la réalité, en fait. Et c'est ce que je constate. Alors, si je le dis comme ça, je pense que personne ne va très bien comprendre. Mais non, c'est pour ça que je vous demande un exemple concret. On parle tout à l'heure, voilà, on pourra peut-être voir un petit peu de quoi il s'agit. On a une approche, aussi bien les ingénieurs que les chercheurs, que la société, donc les médias, le public. Dès qu'on est sur les aspects environnementaux en général, puis sol en particulier, climat, si vous êtes interpellé, on vous dit c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. On n'a pas du tout intégré qu'on avait affaire à quelque chose de complexe avec lequel on travaille de façon un peu plus subtile. Mais ça, c'est quoi? C'est la pensée occidentale, ou c'est très français? C'est le rationalisme, c'est Auguste Comte, à tout problème, à une solution, un seul problème, une seule solution? C'est le 19e siècle, à mon avis, beaucoup. C'est-à-dire que c'est le rationalisme, le positivisme, enfin toutes ces tendances. On y trouve aussi, du moins dans les archives scientifiques, on y trouve aussi un recyclage des idées religieuses. Hein, donc la terre est là pour l'homme et l'homme l'embellit, en fait. Le rationalisme a intégré des idées religieuses. Alors, le positivisme, c'est posé comme religion, finalement. Hein. Mais là, on a effectivement un bricolage assez intéressant quand on s'intéresse à des écrits du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle. On trouve un bricolage où, finalement, l'homme va complètement améliorer l'environnement et complètement le rendre, finalement, fertile. Parce que l'environnement, dans l'état naturel, il vaut rien. Voilà. Et ça, c'est les textes qu'on trouve, et les textes qui, finalement, sont porteurs des messages qu'on a appliqués au 19e siècle. Voilà. Au 20e, pardon. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on remonte à ces textes quand on se pose des questions sur la posture qu'on a en général, alors la société, tout le monde, hein, y compris les scientifiques, face à nos problèmes environnementaux. Le problème, la solution. Et régulièrement, ça sort. Ils vont faire quelque chose, va dire le public, ils vont trouver une solution. Et puis, du côté des scientifiques, eh bien, ça va être plutôt se matérialiser dans la recherche d'une nouvelle technologie révolutionnaire qui va résoudre des tas de problèmes. Et ça, on le trouve sur des très bons sites d'institutions où, finalement, on focalise comme ça sur de la technologie.
Alors le positivisme n'est que le fait des scientifiques, que le fait des techniciens, ou il peut être aussi le fait de celles et ceux qui s'opposent à ce scientisme, c'est-à-dire des écologistes eux-mêmes, des naturalistes. Est-ce que eux aussi peuvent être dans la pensée magique? Je ne saurais pas le dire comme ça. Enfin, si ce n'est qu'effectivement, c'est une culture que nous avons tous de vouloir trouver la solution et non pas de considérer le problème dans sa complexité. C'est quelque chose qui va ressortir effectivement dans toutes les interactions qu'on a et sur lequel les scientifiques sont souvent mis en porte-à-faux aussi, puisque il y a une opposition forte qui s'est toujours manifestée, notamment, par exemple, on reprendra souvent l'exemple climatique, voyons, le changement climatique n'existe pas, ou deuxièmement, d'accord, ok, mais s'il existe, c'est pas grave, la science va tout résoudre. Et la science va tout résoudre, donc ça, c'est une injonction qu'on va recevoir comme scientifique, mais en même temps, on va recevoir l'injonction de mettre en sourdine nos alertes sur l'état environnemental. C'est-à-dire que la science est toute puissante pour continuer à faire, on va dire, le business que nous faisons, mais elle est complètement erronée si elle le dénonce. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y croire et du coup, elle perd de sa crédibilité? C'est-à-dire qu'on aime bien la science quand elle mène finalement là où on a envie qu'elle aille. Donc le scientifique, moi je l'ai perçu comme ça, je pense que je ne suis pas le seul, est assez vite pris en otage entre le fait que cette science, ce rationalisme va tout résoudre, et le fait que si ce rationalisme vient finalement poser des barrières à certaines démarches mainstream, eh bien finalement là cette fois-ci il n'est pas crédible. D'accord, mais pourtant les scientifiques ont fini par être entendus sur la plupart des problématiques environnementales, notamment le GIEC. Le GIEC alerte depuis des années, le GIEC est entendu, les chercheurs du GIEC qui travaillent pour le GIEC sont entendus. Ça contredit un peu ce que vous venez de dire, non? Non, je ne pense pas. C'est un exemple effectivement frappant où finalement la société a réagi relativement vite. En revanche, si on regarde vers quelle direction on se dirige, je n'ai pas envie de crier victoire pour l'instant, que ce soit sur la réduction des émissions, que ce soit sur les technologies de séquestration ou tout autre palliatif aux malades. Non, pour l'instant, on n'a pas bougé. Il y a eu une lutte, effectivement, pour faire taire les scientifiques entre les années 80 et 2000. Puis, il y a eu une résistance forte à toute prise de mesure. Bon, ça, c'est le jeu politico-économique. Et puis, aujourd'hui, cette résistance, on est toujours dedans. C'est-à-dire qu'entre problèmes insuffisamment compris du côté des décideurs, résistance volontaire, absence de volonté ou de capacité à emporter du consensus, si on reste sur cet exemple climatique, qui est effectivement malgré tout un contre-exemple au sens où finalement c'est quand même arrivé sur le dessus de la table. C'est arrivé sur le dessus de la table, ça aurait pu ne pas y arriver aussi vite, mais ça a été très lent, mais ça a été rapide à l'échelle du temps. Mais au niveau des orientations à prendre ensuite pour régler le problème, on en est encore au point mort, il me semble. Enfin, ou alors j'ai loupé quelque chose. Non, je pense que vous n'avez rien loupé. Et ce n'est qu'un des problèmes que connaissent les sols, par exemple. Donc, dès 2004, Science disait l'érosion, c'est un problème aussi grave que le changement climatique. Donc, faites un micro-trottoir dans les rues de Paris en parlant du changement climatique. Vous allez trouver quelques personnes qui en ont entendu parler désormais. Parler de l'érosion, vous aurez moins de succès. Alors, est-ce que cette pensée magique s'applique aussi au sol? Est-ce qu'il y a des idées toutes faites? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce qu'il y a des foi partagées, des religions sur les sols qui illustreraient finalement cette forme de manichéisme? On croit ou on ne croit pas en une solution toute faite? Ou alors à une solution toute faite, on en oppose une autre? Alors, je pense que c'est vraiment un tournant qui devrait être pris, mais face auquel on se trouve. Dans l'histoire du XXe siècle, mais ça a été ébauché encore une fois au XIXe dans la plupart de ses dimensions, on a pu faire des révolutions dans la façon de gérer les sols, au moins d'un point de vue agricole, à partir de choses finalement assez simples. On a su corriger les sols acides, on a su fertiliser les sols trop calcaires, on a su apporter NPK, etc. Et on a eu les succès que l'on sait, à savoir des rendements qui ont énormément augmenté. Voilà, donc on a pu se féliciter sur la base de solutions qui relèvent de la machine à vapeur. C'est le piston, j'appuie là, j'ai un résultat là-bas. Voilà. Ça a quand même
conforter effectivement l'ensemble des concernés dans l'idée de cette toute-puissance. C'est-à-dire que dès qu'on se prend un petit peu le cerveau et qu'on réfléchit, on a des solutions qui s'appliquent partout et qui sont, alors qu'on a aussi retrouvé avec les variétés, avec les pesticides, etc., les variétés cultivées, etc. Donc toute cette uniformisation des réponses, on l'a trouvée, elle s'appuie sur l'idée que, effectivement, l'humain va faire mieux que la nature et va sortir une solution qui va être absolue. Mais elle a été bonne, cette solution. Ça nous a sauvés depuis la Seconde Guerre mondiale de l'indigence. Ça a multiplié les rendements de toutes les plantes sur une surface finalement qui n'a pas beaucoup augmenté, qui s'est même réduite. La réponse a été bonne. Oui. Alors, elle a été bonne instantanément. On a même été les rois du pétrole puisque on a fait un peu plus qu'utiliser des ressources naturelles. On a utilisé des ressources naturelles non renouvelables, dont certaines sans même se rendre compte. Par exemple, la matière organique des sols qui a disparu, mais en disparaissant, elle a contribué à cette fertilité des sols, tant qu'elle était là, encore là. Donc, elle a été bonne temporairement. Le problème, c'est dans quelle durée on s'inscrit. On sait aujourd'hui qu'on est arrivé au bout des capacités des sols dans beaucoup d'endroits. Les agriculteurs sont les premiers à le constater en se rendant compte que ça ne passe plus, pour différentes raisons. Donc, on a consommé ce capital. On a fait de l'agriculture minière. Alors, certes, en forçant le trait, je dirais comme jackpot, c'était bien, mais ça n'assure pas l'avenir. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce vers quoi on c'est est-ce qu'on arrive à garder une certaine intensité de culture, parce qu'on ne va pas se permettre de revenir au rendement divisé par 10. Est-ce qu'on peut garder ça, mais en même temps, cette fois-ci, travailler, je dirais, non plus faire du sumo contre le sol, mais peut-être un peu plus du judo, un peu plus utiliser la force de ce qui n'est pas un adversaire. Donc, il va falloir exploiter ce milieu de façon intensive, parce qu'on a besoin de produire beaucoup, mais de façon durable, c'est-à-dire en bouclant nos cycles, et en conservant la qualité, et les qualités, qu'on résume aussi par les services écosystémiques. Oui, mais est-ce que passer du sumo au judo, est-ce que c'est par exemple passer du labour profond au sans labour? Est-ce qu'on ne passe pas d'un dogme à une autre, d'une idée simplificatrice à une autre? Alors oui, c'est là où on a le piège, mais ça rejoint peut-être justement votre question tout à l'heure, c'est là où on a le piège, c'est que on est arrivé avec des machines, c'est super les machines, la réponse c'est la machine. On est arrivé avec la chimie, la réponse c'est la chimie. Puis un jour on a dit bouc, c'est vilain tout ça. Aujourd'hui la réponse c'est. Donc on est toujours dans la solution, la réponse. Et aujourd'hui j'observe des réponses, par exemple dans la lutte biologique, qui pour moi sur le principe procèdent toujours de la même façon de penser. Ah bon? Mon inoculum bactérien, mon inoculum ou tel auxiliaire va me permettre de régler les problèmes. Alors, sur les inoculums, c'est particulièrement flagrant parce que les campagnes sont battues par des vendeurs d'inoculums qui vont faire miracle. Sérieusement, et qui vont faire miracle. Et ce mode de pensée n'est toujours pas un mode de pensée où je conduis mon milieu naturel à son potentiel et je l'y maintiens. J'ai un miracle. Avant, j'avais une lame de charrue. À un moment donné, j'avais un produit chimique. J'avais NPK. Aujourd'hui, j'ai l'inoculum. Mais le mode de pensée reste le même. La solution. Voilà. Alors, la question, c'est, pour parler de cet exemple-là, est-ce que je peux gérer un sol tout en produisant, en l'emmenant à son potentiel, y compris d'activité biologique, ce qui n'est pas bien défini, ou est-ce que je ne m'en préoccupe pas et de temps en temps, je mets une poudre de perlimpinpin, voilà, qui est toute puissante. Et c'est là où, quand on creuse ça et quand on est en interaction avec ces réflexions-là, lorsqu'on y est un petit peu sensible, on finit par être frappé du retour continuel de ce mode de pensée à tous les échelons. Alors, il y a Philippe Billet qui n'est pas content. Il vous dit que c'est le jujitsu plutôt que le judo. Oui, alors il a raison. Voilà. Il a raison. Il faut accompagner le mouvement. Mais alors, je ne pensais pas que vous iriez sur les inoculums. Moi, je voudrais qu'on reste sur le labour. Labour sans labour. On n'entend que ça. Labour. Non, il faut faire du sans labour. Ou alors conservation des sols. Ou alors du bio. On a l'impression que c'est des chapelles entre deux églises. Oui, tout à fait. Alors, on peut reprendre la même chose. D'ailleurs, il y a aussi la question des labels qui se profilent derrière, parce que pour faire des chapelles, les labels, c'est parfait. Ça rime. C'est-à-dire que, effectivement, le labour, c'est ce qu'il faut. Tout le monde a labouré. Celui qui ne labourait pas était une andouille. Le lendemain, il ne faut plus labourer. On est repassé sur un dogme. On peut passer en non-labour. On a la chance, nous, de travailler dans la durée ici avec beaucoup d'exploitations agricoles. Donc, on suit ce qui se passe. On adore nos spécialistes de l'agriculture de conservation, pas nos spécialistes, nos adhérents, je dirais, au modèle d'agriculture de conservation,
qui n'ont aucun résultat. Parce que sur le papier, ils font tout. Ils font le couvert végétal, ils ne labourent pas, etc. Mais finalement, rien n'est fait correctement. Et c'est-à-dire le diable est dans les détails et ces détails ne sont pas maîtrisés. Et finalement, le fait d'être sur le papier en agriculture de conservation ne résout rien. À l'inverse, on adore aussi nos laboureurs férus avec la charrue. Quand vous arrivez dans la ferme, la charrue est au milieu de la cour, bien brillante, et puis des sols en super état. Ça existe. Alors, je ne vous dirai pas que c'est mieux, c'est plus difficile. Mais il y en a qui arrivent. Ça veut dire quoi? Alors, on pourrait le développer parce que là, ce que je dis, ça se développe en pas mal de résultats. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, il y a une maîtrise technique à avoir d'un ensemble de facteurs. Il n'y a aucune règle déclarative qui va vous résoudre votre problème. Ce qui va vous résoudre votre problème, c'est la maîtrise technique de différents leviers et il y a des alternatives. On peut les combiner, on peut décider d'aller plus ou moins vite. Voilà. Donc là aussi, on va trouver côté scientifique, le labour, c'est une horreur. Puis un jour, finalement, le labour, c'est pas grave, on ne perd pas de carbone. Voilà. Quand vous regardez à l'exploitation agricole, si, avec le labour, on perd du carbone, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et il y a des interactions à prendre en compte qui ne seront pas prises en compte dans les exploitations agricoles. Donc, chaque fois qu'on y regarde de plus près, on sort des déclarations tranchantes et on s'aperçoit qu'on doit commencer à rentrer dans une pensée un peu plus fine, un peu plus complexe. Ce que vous voulez dire, c'est que si on en reste à la toute-puissance des idées, de la conservation des sols, du bio, qui va tout résoudre, et si on oublie le terrain, donc finalement l'agriculture sur sa parcelle, on brasse de l'air et on ne fait pas du tout avancer le système. Alors, on peut très bien, disons, en tout cas, cocher beaucoup de cases dites vertueuses et ne pas y arriver, effectivement. En plus, on a des modèles qui s'opposent. Hein. Vous avez cité le bio et puis là, on parlait de l'agriculture de conservation. Les tenseurs aujourd'hui sociétaux sur les pesticides, etc., vont les opposer. C'est aussi une opposition potentiellement de labels, alors qu'en réalité, on a une convergence forte des pionniers vers un modèle commun, mais pas si simple. Et ils convergent. Alors là, c'est toujours très intéressant. De nouveau, comme on aime bien mettre les choses dans des cases, on fait des moyennes. Et on dit, oh, regardez, l'agriculture de conservation, c'est vilain, ça consomme, ils utilisent du glyphosate. Éventuellement, on va même aller chercher des pseudo-agricultures de conservation qui sont des cultures OGM en Argentine, ce qui va considérablement, en Argentine ou ailleurs, mais enfin, qui va considérablement alourdir le bilan glyphosate. Et puis, à l'inverse, les bio, quand on y regarde, malheureusement, eux, s'ils veulent contrôler les adventices, ils doivent beaucoup plus intervenir sur le sol. Et on va les retrouver très souvent avec des gros problèmes de qualité de sol. Et on regarde, on aime bien faire des moyennes, donc on fait ces portraits comme ça, puis on dit, oui, c'est comme ça. Ce qui se passe là derrière, c'est qu'on a des exploitants qui font évoluer leur système en permanence. Alors, ce sont des pionniers, mais derrière, ça finit par suivre. Et ça veut dire finalement qu'on ne les regarde pas, ces exploitants. Le glyphosate, c'est un bon exemple. En France, où on adore le manichéisme et les gens qui se foutent sur la figure, c'est tu utilises du glyphosate, tu es un méchant, tu n'en utilises pas, tu es dans le camp du bien. Oui. Ça veut dire qu'entre les deux, on oublie complètement le paysan. Mais comment un paysan qui est en conservation des sols, qui utilise du glyphosate une fois tous les 2 ans, comment lui pourrait-il être rendu visible par des gens comme vous, par cette complexité, dans la mesure où finalement la société n'a peut-être pas envie de le voir? Bon, mais il y a déjà un box-office qui va jouer. Hein. On a vu, nous, avec nos dernières votations en Suisse, fallait-il interdire ou pas l'agriculture sans pesticides? Bon, donc pesticides en haut du podium. Demain, on va s'inquiéter un peu plus pour le climat et tout à coup, comme on est en train de découvrir les réussites de certaines formes d'agriculture de conservation pour séquestrer du carbone ou vis-à-vis d'autres services écosystémiques, peut-être qu'au box-office, ce sera passé devant. On restera dans l'opposition de genre. Il y a eu une votation citoyenne contre le glyphosate qui a été annulée, c'est ça, par le pouvoir politique? Non, ce n'était pas contre le glyphosate, il y avait 2 initiatives différentes, mais assez semblables, qui ont été mises à votation populaire. Hein. C'était des initiatives donc de référendaires. L'une pour interdire tous les pesticides en agriculture et l'autre pour réglementer davantage l'ensemble finalement d'utilisation d'intrants en agriculture, notamment. Elle s'appelait Initiative eau propre. Hein, c'était lié pas mal à des problèmes de qualité d'eau des nappes. Voilà. Alors, elles ont été rejetées par le peuple. Elles ont été longtemps avec des intentions de 55% de vote. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'est approché de l'échéance, mais ça s'est érodé. Les milieux économiques ont embrayé la trompette. Et puis, le peuple suisse, et là, notamment la majorité des cantons, est très, très sensible à ce que disent les milieux économiques. Donc, voilà.
personnellement, comme agronome, c'est exactement notre sujet. J'étais assez fâché qu'on en soit là. On en est là parce qu'on oppose radicalement des choses qui devraient être pensées dans une combinaison et dans une évolution. Et on en est là parce que les régulations ont fait faillite avant. Et donc, finalement, on va jouer la santé des gens contre l'agriculture. Tout le monde est perdant. Voilà. Mais c'est parce que le débat reste coincé entre des, entre guillemets, sachants, des spécialistes, qui sont les seuls à avoir finalement le droit de prendre la parole en public, Alors, et pas les praticiens. Alors oui, les spécialistes, certainement, c'est un sujet en ethnosciences. Hein. Vous avez quand même une privatisation de la réflexion, notamment dans les sols, hein, en particulier, une jolie thèse là-dessus. Privatisation de la réflexion, finalement, qui est un système de reproduction de la définition d'une caste. Donc, effectivement, on va retrouver un mode de décision et d'échange qui va se faire entre les décideurs politico-administratifs, les chercheurs, les ingénieurs. Et c'est vrai que la case agriculteur, en général, n'est pas dans la boucle. Et puis effectivement, ça débouche par exemple sur des normes à respecter. Et puis là, cette fois-ci, l'agriculteur existe. On lui dit maintenant, vous êtes conforme. Par exemple, Philippe Billet parlait de protection des sols la dernière fois. Eh bien, à un moment donné, c'est l'agriculteur qui se retrouve avec l'injonction de respecter tel ou tel critère de qualité. Mais ça se fait pas tellement. Pour le reste, ça se fait entre spécialistes. Ouais. D'accord. Donc c'est intéressant ce que vous dites, une privatisation de la réflexion, finalement, la comédie humaine au sein d'une caste. Alors c'est un peu désespérant parce que la caste perdure tant que ses membres sont encore vivants. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre une génération pour que ce genre de discours change? Ou alors, et pour être encore plus pessimiste, passe d'un côté à l'autre? Comment on peut faire évoluer ça? On en viendra aux agriculteurs ensuite. Je pense qu'il est déjà intéressant de le constater. On voit pas mal de réactions qui se font. Aujourd'hui, il y a des réflexions au niveau de l'Union européenne, par exemple, hein, au niveau de la DG Agri, par exemple, pour effectivement s'intéresser de beaucoup plus près à ce qui se passe en milieu agricole. On parle de laboratoires vivants, de fermes laboratoires, d'agriculteurs pionniers. On se rend compte que cette prise de conscience de ce qui se passe là est beaucoup plus importante que par le passé. Et de fait, quand on travaille en milieu agricole, on découvre une inventivité extraordinaire et on découvre des problématiques qui ne sont pas celles qu'on a imaginées en station de recherche. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait transformer, entre plein de guillemets, l'agriculteur en auxiliaire de la recherche ou en chercheur à part entière, qu'il travaille systématiquement avec la recherche? C'est un peu ce que fait le Pecnolab. Vous avez vu, comme vous l'avez dit, l'agriculteur auxiliaire de la recherche. Pourquoi vous n'avez pas dit chercheur auxiliaire de l'agriculteur? Oui, c'est vrai. C'est un réflexe conditionné. Hein, voilà. Mais c'est vers ça qu'il faudrait aller, c'est-à-dire alors on va dire un mariage à parité entre la recherche et le monde paysan. Si on est simplement raisonnable, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une créativité, une inventivité énorme en milieu agricole. C'est-à-dire leur capacité à essayer et à dégager des résultats est bien plus grande que les pauvres moyens que nous n'aurons jamais dans nos stations de recherche. Et dans nos stations de recherche, nous avons des modèles qui sont construits, des modèles expérimentaux qui sont construits pour démonter certains mécanismes, pas pour envisager leur intégration dans une ferme, ce que l'agriculteur fait d'entrée de jeu, parce que ça, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc on n'y passe sur le même terrain. Et cette complémentarité, on ne la travaille pas. Donc, ce qu'on peut faire en station de recherche quand on est sur du mécanisme, tant mieux. Ces résultats-là, si on dit donc, en exploitation agricole, il faut faire ça, c'est ce que j'appelle la stratégie du passe-plat. À un moment donné, j'ouvre une petite fenêtre, tenez mon banc, prenez, et je referme. Et en général, le plat n'est pas bon. Et c'est une autre partie du travail, qui est de regarder in situ comment se posent les problèmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez. Dans tous les pays d'Europe, quand vous discutez avec des agriculteurs, les oreilles de leurs services nationaux de recherche doivent siffler, parce qu'ils ne sont pas contents de ne pas voir des gens, ou de voir rarement des gens qui ne connaissent pas leur métier. Et donc, on a affaire à des mondes parallèles. Et ce parallélisme, il a sa racine aussi dans le besoin des chercheurs de se protéger des difficultés professionnelles qu'ils peuvent avoir en travaillant autrement, mais aussi de protéger leur identité de chercheur. D'accord. Donc, c'est posé, bâton en brèche certaines idées reçues. Tiens,
La séquestration du carbone, le 4 pour 1000, vous, agriculteurs, que l'on ne considère pas, à qui on fixe des normes, ben voilà, on va vous obliger à augmenter de 4 pour 1000 votre taux de matière organique. C'est vous qui entretenez ce formidable puits de carbone, donc vous avez intérêt à travailler comme il faut, parce que sinon la planète va mourir. C'est un peu ce qu'il leur est dit. Est-ce que ça, c'est une idée reçue? Cette idée que le travail du sol, que du travail du sol exercé par les agriculteurs va dépendre la bonne santé du puits de carbone. Est-ce qu'on est dans la pensée magique? Est-ce que tout ça est robuste? Est-ce qu'on se met le doigt dans l'œil et est-ce qu'on demande leur avis aux agriculteurs? Est-ce qu'on a regardé ce qu'ils faisaient? Alors, c'est là où, effectivement, on a une injonction environnementale et sociétale qui est forte. Hein. Quand on regarde, on en parlait tout à l'heure, les modèles qu'on a pour essayer de changer, et puis qu'est-ce qu'on fait réellement pour essayer de faire évoluer cette situation, on est un petit peu en string, hein, passez-moi l'expression, mais il ne se passe pas grand-chose. Je pense que pour un politique qui se tient informé, ça doit être un petit peu anxiogène, il faut une bonne dose d'optimisme. Donc là, il faut agir. Et c'est là où on est à la croisée des chemins, entre prendre des chemins d'action qui effectivement échappent à cette pensée magique ou prendre des chemins qui sont caricaturaux. Et plus on tarde à mettre en œuvre des modèles, plus on est en danger de parachuter des solutions top-down qui n'en sont pas la solution. Alors, on voit arriver des modèles comme ça qui font tout à fait peur. Hein. Par exemple, tout à coup, quelques publications qui disent « Ah, et si on faisait du labour profond à 60-80 cm ?» Ah bon? Planqué. Ah oui, oui, alors, mais avec des chercheurs qui défendent ça activement. Hein. Je ne vous parle pas d'un sous-mouvement clandestin. Non, non, c'est publié. Vous avez des universités qui placardent ça en gros sur leur site web c'est la solution. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail d'analyse de ce genre de travaux, mais ils font extrêmement peur. On met l'horizon A à 80 cm, comme ça on est tranquille, il ne va plus bouger, le carbone est planqué, on va en remettre après, et puis etc. Bien, on est de nouveau dans des pensées comme ça, et plus on va s'y prendre tard, plus on fera cela. Plus le risque sera grand. Je dis toujours aux agriculteurs, gardez vos vieux pneus de voiture, parce qu'un jour on vous demandera de les enterrer, ça fera du carbone. Donc, on peut aussi travailler le carbone organique, la matière organique, c'est le facteur de qualité numéro 1 pour la couche de surface. Donc, de toute façon, on a besoin d'en gagner. Voilà. Alors, comment il faut en gagner? Avec une solution miracle, en labourant tout le monde à 80 cm, ou est-ce qu'on peut le faire avec des techniques qui sont bonnes pour le revenu de l'agriculteur? On parle toujours de rendement, mais parlons un peu de revenu, et qui sont bonnes pour le sol, etc. On est dans des modèles qui évoluent, mais on a déjà les réponses quand même. Oui, on peut. C'est-à-dire que les gens qui sont en agriculture de conservation observés on-farm et qui le font correctement, ou des gens qui ne sont pas en agriculture de conservation mais qui jouent correctement sur les leviers, ne sont pas à 4 pour 1000, ils sont à 10, 20, 30, 40. Et ça, sur des très, très grand nombre d'exploitations suisses, on constate ça. Quels sont ces leviers, justement? Citez-en quelques-uns. Alors, les leviers, ils sont connus. C'est vrai que c'est un petit peu… On retrouve ceux qui sont autour de l'agriculture de conservation. Le premier, et l'extrêmement intéressant, ce sont les couverts végétaux. Donc, mais alors, quand on dit couvert végétal, c'est pas « oui, j'ai mis un couvert » ou « non, je n'en ai pas mis un ». C'est quelle biomasse? Oui, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, si vous travaillez par obligation de moyens, c'est ça. Vous l'avez mis ou vous ne l'avez pas mis, votre couvert. Ce n'est pas la question. C'est combien de biomasse? Combien de masse sèche vous avez? Et là, plus on augmente en quantité, ce qui suppose en général d'avoir une bonne diversité spécifique et quelques autres conditions, eh bien, plus on a du carbone. Et c'est vraiment le levier numéro 1 qui apparaît à la ferme, encore une fois. Hein, c'est une question de constat, ce n'est pas une question de théorie. Enfin, si c'est que de la masse sèche, autant faire du maïs. Hein. Alors, le maïs, c'est une culture principale. Certes. Voilà. Donc là, je parle de quelque chose qui va nourrir le sol. Culture intermédiaire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on va restituer en interculture. Mais l'interculture peut être une production aussi. Dans ce cas, il y a une partie qui va s'en aller. Mais effectivement, à travers votre remarque, je peux rebondir en disant qu'aujourd'hui, les modèles se brouillent. C'est-à-dire, on ne sait plus, il y a la culture, mais il y a des couverts associés, il y a des couverts, mais ils sont en partie récoltés, etc. L'inventivité est là, et dans 3 ans, on en parlera encore autrement, chez les agriculteurs. Maintenant, c'est ces couverts végétaux. Ensuite, en facteur positif, on trouve le bilan de fumure, le bilan organique. Hein. Mais le couvert végétal, lui, c'est du carbone endogène. Il vient du ciel là, avec la photosynthèse et le CO2. OK, c'est sur place. Quand on commence à parler d'apport organique, on ne sait pas très bien. Je travaille sur Genève, on a la France tout autour, c'est tout petit. La France, le pouvoir d'achat est moins grand, ne vous inquiétez pas, on siphonne déjà le fumier et le compost voisin. Donc ça, c'est du déplacement de matière organique, ce n'est pas de la séquestration.
Donc là, on est déjà dans quelque chose d'un levier un peu plus délicat. Et puis, on a effectivement le travail du sol qui, lui, joue négativement, mais pas d'une façon aussi simple. Quand les gens ont très peu de matière organique dans leur sol, ce qui s'apprécie par rapport au rapport matière organique-argile, et puis ce qui est le cas de beaucoup de terres cultivées aujourd'hui en Europe, lorsqu'on est très faible, le travail du sol a très peu d'impact. Et plus on augmente, plus on a tendance à avoir des taux négatifs avec le travail du sol. Voilà. Donc le modèle est un petit peu plus sophistiqué, et le modèle est additif, c'est-à-dire qu'on a ces 3 facteurs qui, en gros, statistiquement, fonctionnent de façon additive, donc on peut effectivement les combiner. Et quand on est très bas, ce qui est le cas de la grande majorité, on n'est pas du tout obligé de passer comme ça au nom labour, etc. On peut y aller progressivement. Par contre, il faut être conscient du fait qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter les teneurs en carbone, et Dieu sait s'il y a du chemin à faire, il nous en manque 70% à Genève dans les sols pour être au minimum. Ah oui. Ce qui est le cas aussi de beaucoup de terres françaises, voire pire. Eh bien, petit à petit, il faudra réduire. Voilà. Donc là, on a une vision qui n'est pas du tout celle qui va être parachutée par des normes et des réglementations. Alors, il y a une autre vision qui est en train d'être parachutée, c'est vous, agriculteurs, faites des cultures intermédiaires, ce sera bien pour votre sol. En plus, vous allez gagner des sous parce que les pailles, les coupes, vous allez en emplir les réacteurs des méthaniseurs. Il y a ça qui commence à se développer en France, une espèce de culture du méthaniseur qui viendrait en aide aux paysans pour les aider à faire cette transition agroécologique. Et c'est dit souvent, parfois avec tellement d'excès qu'on se demande s'il n'y a pas un loup. Vous en pensez quoi? Déjà, si on parle des couverts végétaux, les couverts végétaux, c'est quelque chose qui est restitué au sol. Donc, vous ne partez pas en méthaniseur, vous ne partez pas en fourrage, etc. Vous pouvez faire du fourrage, c'est un choix. Ça n'est plus un couvert, c'est un fourrage, c'est une culture. On laisse sur le sol. Voilà. Donc, si on veut de l'efficacité en termes carbone pour le sol, qualité du sol, on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment de couverts, et il ne part pas au méthaniseur comme il ne part pas ailleurs. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je peux dire comme ça les choses, et puis à partir de là, eh bien, effectivement, autour du système de culture vont se trouver un certain nombre d'intérêts économiques qui vont venir vers l'agriculteur en disant faisons ci, faisons ça. Regardez de près. Ce qui est important pour moi, à mes yeux aujourd'hui, c'est que l'ensemble de la chaîne de valeur comprenne, et est en train de comprendre, qu'elle contraint le système de culture de l'agriculteur, et que il faut absolument travailler avec la chaîne de valeur, et le souhaite, je pense, pour beaucoup d'acteurs. La chaîne de valeur, oui, il y a les transformateurs et les distributeurs. Alors, les acheteurs, les coopératives, les transformateurs, les distributeurs, et puis vous et moi au bout de la route. Parce que quand on achète une pomme de terre qui est en forme d'œuf et qui est facile à éplucher, quelque part, on a porté atteinte au sol. Vous pensez que cette chaîne de valeur a quelque chose à faire avec cette complexité inhérente au sol? Elle est plutôt dans la pensée magique, elle, a priori, non? La pensée consommateur. Alors, écoutez, ce serait à eux de le dire, mais si vous discutez avec les gens qui sont dans la prospective dans les grands groupes agroalimentaires, ils considèrent que cette époque est révolue. C'est-à-dire qu'ils vont faire face dans les 10 ans qui viennent à des consommateurs beaucoup plus exigeants et beaucoup plus avertis, et que s'ils veulent continuer à produire et à vendre, il va falloir qu'ils s'adaptent à cette réflexion-là. Alors, il y a certainement encore beaucoup à faire, c'est certain. On est parfois très optimiste en voyant le succès d'une opération, vilain légume ou vilain fruit vendu, etc. Puis le lendemain, quand on change d'horizon et de cercle de fréquentation, on est consterné. Voilà, tout ça, mais il est certain qu'il y a un énorme travail à faire, mais moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, dans les esprits des gens, des choses se produisent qui ne sont pas visibles, mais qui un jour se manifestent par une réaction assez rapide. À quoi vous voyez ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je l'ai constaté à plusieurs reprises, mais par exemple avec les pesticides en milieu agricole, justement, on y parlait tout à l'heure. Il y a 25 ans, vous commenciez à parler de ces pesticides comme étant un problème avec les branches professionnelles. Nous sommes des écoles professionnalisantes, donc nous travaillons avec les branches. Ça allait très mal se passer. Dans les années au tournant du 21e siècle, ce sont les agriculteurs qui sont venus vers nous en disant « nous voulons réduire et nous voulons nous protéger ». Idée qui était 10 ans avant était extrêmement rare. Et les agriculteurs sont devenus tout à coup moteurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est comme la péremption d'une date dans une boîte de conserve. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la nuit de la date de péremption? Je ne sais pas. Mais on voit bien qu'il y a maturation des esprits et qu'un jour, ça bascule. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, s'il faut être optimiste, soyons-le.
mais sur la base du fait qu'effectivement, il y a tout ce jeu d'informations, de partenariats, de réflexions qui se font. Et puis, à un moment donné, il y a une réponse. Voilà. Et cette réponse, il faut attendre à la voir venir. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui est pris en compte par les grands groupes industriels en disant demain, le consommateur ne voudra plus ça. Et il m'arrive de les provoquer en disant mais si, on sera pauvre, on aura besoin de junk food. Et ça les choque. Il y a quelques réactions sur Internet, je vous en ferai part après. Je voudrais qu'on continue justement dans cette prise de conscience. On a parlé des labels, vous avez fait, finalement, il y a un lien évident avec cette chaîne de valeur, l'information du consommateur, et notamment sur le carbone. Et du coup, il y a un marché, on a parlé argent tout à l'heure, il y a un marché qui se développe d'indicateurs. On vous propose une solution par radar, par infrarouge, par mesure, par satellite, pour vous, agriculteurs, vous fournir votre taux de matière organique, de carbone dans le sol. Et puis, si ça se trouve, derrière tout ça, ça permettra d'améliorer vos relations avec vos acheteurs, coopératives et autres, qui peut-être demain penseront à un label ou à intégrer le carbone dans ces labels. Vous en pensez quoi, ça? Il y a Oui, alors il y a effectivement... Allez-y. Oui, la nouvelle technologie qui lave plus blanc et qui va résoudre le problème, c'est effectivement le point focal. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout de suite le pouvoir séduction que ça a auprès des décideurs, auprès de tout le monde, en disant ah, mais grâce à ça, on va. Ouais, on en reste dans la technique, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, dans la technologie. Alors, la technologie, c'est très bien qu'elle se développe. De temps en temps, on en a besoin, mais encore faut-il réfléchir à son utilité et marginale. Et en fait, on est toujours beaucoup plus ouvert et beaucoup plus enthousiaste envers la nouvelle de la technologie qui apparaît que sur le fond, sur son intérêt. Et ça, c'est général. Quand je dis on, vous pouvez monter et descendre la chaîne de décision, c'est tout le monde. Voilà. Si on prend cet exemple du carbone, aujourd'hui, on sait très très bien évaluer un stack de carbone avec une petite tarière à la main. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça marche beaucoup mieux qu'une détection aérienne, parce que la détection aérienne, je ne vais pas rentrer dans une discussion de spécialistes, mais elle offre un certain nombre de services, mais pas forcément ce qu'on veut, notamment pas le stock. Elle peut être extrêmement utile pour être complice de ce genre de démarche. Mais ce qui nous intéresse et ce qu'on essaie de promouvoir, par exemple sur Genève, c'est le cas, c'est que si les agriculteurs échantillonnent lui-même, c'est économique, c'est performant, et il a pu aller voir son champ. Parce que le tour de plaine, c'est utile. Mais surtout, et là on rentre dans le fondamental de la chose, c'est que ces données proviennent de lui, donc il sait à quoi ça correspond, il est partie prenante dans l'ensemble de la réflexion, ce qu'on se refuse à faire chaque fois qu'on dit il y aura un beau site web et on pourra aller voir dessus parce qu'un avion est passé ou un satellite est passé, on a détecté. Voilà. Oui, c'est ce qui se fait sur le canton de Genève depuis 25 ans, hein, c'est ça? Pardon? C'est ce qui se fait sur le canton de Genève depuis 25 ans. Dans toute la Suisse, en théorie, mais c'est archivé et analysé de façon très rigoureuse dans certains cantons, en tout cas Genève, c'est sûr. Dans d'autres cas, les méthodes analytiques n'ont pas été. D'ailleurs, c'est un paradoxe assez intéressant. Les agriculteurs suisses, pour bien expliquer, ont l'obligation d'analyser chaque parcelle tous les 10 ans, dont la teneur en matière organique. Ils ne toucheront pas ce qu'on appelle les prestations écologiques, les subsides, s'ils n'ont pas fait cette analyse. Mais c'est une analyse, pardonnez-moi de vous couper, c'est une analyse qui est normée, qui fait appel, qui est adossée sur des référentiels. Oui. Comment ça se passe? Oui, alors c'est la Confédération, à travers Agroscope, l'équivalent de l'INRA pour la France, qui définit les méthodes analytiques et leur interprétation et les standards. Et ensuite, il y a des laboratoires qui sont agréés ou qui ne le sont pas parce qu'ils ont des cercles de contrôle d'analyse. Et sur cette base-là, il y a ce qu'on appelle un conseil de fumure qui est formulé, mais qui est formulé sur une fiche d'analyse standard qui n'est pas monstrueuse, qui est assez simple et qui est calée. Alors, on peut râler entre spécialistes en disant là, Agroscope, ils ont imposé telle mesure, c'est pas telle méthode, c'est pas ce qu'on aurait fait, etc. Mais globalement, c'est extrêmement fiable. Quand je vois sur France le florès de services analytiques qui sont offerts, qui sont assez mystérieux, je trouve que les agriculteurs n'ont pas cet outil. Voilà, alors là, il y a ça, et donc ensuite, les agriculteurs doivent tous les 10 ans faire cette analyse. Ça veut dire que si on retourne dans leur placard au départ, en fouillant, on va retrouver en fait tous les 10 ans une analyse de la même parcelle. Il se trouve que sur Genève, mon prédécesseur a eu la bonne idée dès le départ, c'était en 93, de tout mettre sur le système d'information géographique, y compris la digitalisation de la parcelle. Donc, on peut très bien voir quelle parcelle c'était. Donc là, on commence à avoir un amas de données extrêmement intéressant qu'on a aussi proparté sur d'autres cantons. Mais aspect piquant de la chose, c'est que l'analyse de matière organique est obligatoire, très bien.
l'Office fédéral de l'agriculture a dit oui, mais enfin, vous pouvez très bien faire un test tactile. Alors, pour les spécialistes, ils vont déjà tomber de leur chaise. Plutôt que d'analyser la matière organique, vous pouvez faire un test tactile. Alors, ce qui, pour le coup, est complètement bidon, mais c'était moins. Vous mettez vous enfoncez le doigt dans le sol, et puis voilà. Un truc du genre. Alors, ça, c'est complètement pipeau. Donc, au choix, analyse sérieuse ou test tactile, il y a une différence de 20 francs entre les deux, hein, à peu près 20 euros tous les 10 ans. Mais c'était un sucre donné pour éviter de se faire peut-être, enfin on avait peur qu'ils viennent sur la place de Berne avec leurs faux, je suppose. Enfin bon. Donc alors sur Genève, mon prédécesseur toujours a dit non, pas question, ce sera analyse sinon rien. Et puis il y a longtemps que la bouteille de vin qu'on garde au frigo pour l'agriculteur qui serait pas content de ne pas faire le test tactile, cette bouteille est madérisée, quoi. Il n'y a personne qui est venu râler. Mais on va vous dire ailleurs, c'est impossible, les agriculteurs ne seraient pas contents. Et ça, c'est possible en Suisse parce qu'il y a des universités de sciences appliquées qui cultivent l'apprentissage, parce qu'en Suisse, on a un ministre agriculteur, parce qu'en Suisse, on a un regard différent de l'agriculteur qui est celui que nous avons en France. Non, je ne trouve pas. Il y a un mode de fonctionnement qui est effectivement différent. Le regard, non, il est là où je vais en venir, c'est que maintenant que nous voulons utiliser ces analyses, on nous dit non, mais l'agriculteur, il a fait n'importe quoi. On ne peut pas s'appuyer sur ces analyses. Les agriculteurs, on sait qu'ils font n'importe quoi. Donc, les mêmes qui légifèrent, qui vous disent s'ils veulent une subvention, il faut qu'ils aient fait cette analyse. Le jour où vous revenez avec l'analyse en disant maintenant, on va les utiliser, on vous dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Alors, il faut démontrer déjà dans des publications que oui, c'est sérieux, puis ensuite, on peut enclencher la machine. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. L'agriculteur n'est pas un partenaire fiable. Donc, on le met sur le côté, on le disait tout à l'heure, on reste entre spécialistes parce que l'agriculteur, il n'est pas fiable. Voilà. Quand je travaillais dans les pays en développement, le paysan sahélien n'était pas fiable. Je pensais que c'était un a priori peut-être un peu racial. Quand je suis arrivé à ma grande surprise en Europe et à travailler en Suisse, j'ai entendu les mêmes phrases. Et cette fois-ci, on parlait de paysans bernois. C'était le même a priori négatif sur la fiabilité et finalement la capacité d'être en partenariat avec eux. Est-ce que ce n'est pas la même chose en France dès lors qu'on parle, j'en reviens au glyphosate et à toute pulvérisation? On a un discours qui considère que l'agriculteur, il faut lui fixer une norme, une zone de non-traitement, parce que de toute façon, il va faire mal sinon. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'on ne considère pas d'office que l'agriculteur n'est pas fiable, c'est un enfant et qu'il faut de toute façon être derrière lui? Bon, la plupart d'entre nous sommes conducteurs, qui n'a jamais fait l'excès de vitesse. Donc, heureusement qu'il y en a, parce que sinon, on serait désespérant. Du côté des agriculteurs, on va trouver ça aussi. Mais par exemple, pour les analyses de sol, nous, on a dû faire la preuve qu'elles étaient sérieuses. Ça veut dire qu'on est retourné derrière des agriculteurs qui amenaient leurs échantillons, ils échantillonnent eux-mêmes, etc. Et nous sommes navrés de ne pas avoir trouvé d'erreur sur des centaines de prélèvements. Donc, c'était extrêmement précis, extrêmement juste, même si ce n'était pas encore fait comme il fallait, c'était déjà très bon. Voilà. Et donc après, on peut enchaîner. Mais on retrouve cet a priori qu'effectivement, tout ça, c'est une affaire de spécialistes et une affaire de technologie. D'accord. Alors qu'il faut rentrer dans quelque chose qui est plus fin, qui est adapter un système de culture multi-objectif avec un décideur qui est l'agriculteur. Et lui, il a besoin de gagner sa vie au bout de la route. Y compris sur la question des pesticides, qui leur échappe à peu près complètement ici en France, en tout cas dans la discussion. Oui, mais là, on a un problème. Si vous voulez, sur le carbone, on voit bien que ça réagit alors un petit peu dans toutes les directions, avec parfois, par exemple, des protocoles de prélèvement par des prestataires qui, à mon avis, c'est pas mon avis, qui ne respectent pas le b.a.-ba des règles. Donc là, on pourra peut-être en reparler, mais on est déjà sur des choses, on est passé dans du business et on voit tous les travers du business. Sur l'aspect pesticide, mais la profession agricole a son mot à dire, sur le carbone peut-être, enfin j'espère, ça va se jouer là. Sur l'aspect pesticide, il n'y a pas de logiciel de la profession agricole. Il y a les bios qui s'y sont mis depuis très longtemps et s'y sont mis par eux-mêmes. Mais comment la profession agricole, dans sa structuration, les syndicats, les organisations, comment appréhendent-ils ce problème? On est plutôt à faire l'autruche. Donc, ou à proposer des labels de réduction, etc., qui ne sont pas forcément la panacée. Donc là, il y a un manque de logiciel. Chaque acteur là-dedans a besoin de se mettre en coopération. Les solutions techniques, globalement, par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui, on les connaît. Le problème auquel nous sommes confrontés tous ensemble, c'est de réussir à travailler ensemble pour les mettre en œuvre. Mais est-ce qu'il faut des structures particulières ou est-ce qu'elles existent déjà? Est-ce que c'est des routines que l'on n'a pas? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qui fonctionne? Non, alors je pense que c'est un mode de fonctionnement, enfin ce dont on parle jusqu'à présent, où effectivement les compétences sont dans des cases et où il faut les décloisonner.
Donc, il faut mettre en œuvre des modes de coopération, notamment au long de la chaîne de valeur, ce que certains commencent à faire, hein. Mieux que commencer. Mais on se rend bien compte que dans le jeu public, lorsque vous avez les lobbies économiques, les syndicats agricoles, les politiques, etc., qui sont en train de négocier entre eux, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on on est déjà parti sur un système bloqué ou caricatural parce qu'on n'a pas fait le travail de fond avant d'élaborer ensemble des solutions. Alors, il y a Claude-Alain Guébard qui illustre votre propos. Agriculteur du canton de Vaud. Et ben voilà, en Suisse, le grand distributeur Migros vient de développer un marketing basé sur l'impact écologique, le M-Check, égale empreinte CO2, de 600 produits animaux en faisant croire fallacieusement, je le cite, aux consommateurs que la viande bovine de pâturage, c'est mauvais pour le climat. Ah ben non, donc du coup, c'est l'inverse. Mon commentaire, les produits véganes apportent de meilleures marges. Effectivement. Ça, du coup, on retourne, enfin, l'argument carbone, effectivement, hein, on le connaît, c'est aussi une arme pour, oui, les pro-véganes, pour les abolitionnistes de l'élevage, pour les écolos en général, pour taper sur l'élevage et l'agriculture. Et on a toujours tellement besoin, effectivement, il y a cette défense d'un certain nombre d'intérêts qui sont là, mais là, je dis, quand on en est là, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il faut avant avoir pu faire un travail de fond. Deuxièmement, on a toujours besoin de la solution. Lorsqu'on est interpellé comme scientifique travaillant sur la qualité des sols et le carbone dans des webinaires aussi bien de grands groupes internationaux que politiques ou autres, par exemple, on va vous dire « Ah, il paraît que la solution, ce sont les prairies permanentes. » Alors, a priori, oui, ça remplace le service. Non, puisqu'on on va pas faire que de la prairie permanente, que les prairies permanentes, elles sont aujourd'hui, lorsqu'elles sont en bon état, elles sont déjà arrivées à leur potentiel carbone. Puis par contre, il y en a beaucoup qui sont matraquées, qui ne sont pas un modèle. Donc, de nouveau, attention, on veut toujours dire la prairie, c'est bien, le glyphosate, c'est pas bien, la charrue, c'est pas bien, le bio, c'est nickel, etc. Et à chaque fois, on prend un morceau de réalité et on crée un monstre en le caricaturant. Ça ne se passe pas comme ça. Rachid Emrabet vous pose la question, que pensez-vous des nouvelles tendances, qui sont peut-être des nouvelles idées simplistes, telles que l'agriculture régénérative, l'agriculture climato-intelligente, la permaculture aussi, hein, qui est mise à toutes les sauces? Bon, alors l'agriculture de conservation, ça ne date pas d'hier. C'est très ancien et c'est vrai qu'on a tendance à la renommer parce que si vous faites un micro-trottoir de nouveau dans les rues de Paris, dites permaculture, vous allez avoir plein de gens enthousiastes. Dites agriculture de conservation, l'encéphalogramme va rester plat. D'ailleurs, j'ai beaucoup de connaissances d'agriculteurs en agriculture de conservation qui disent non, je suis en permaculture aux gens quand ils leur demandent parce que au moins comme ça les gens ont un grand sourire en disant ah, c'est bien. Bon. Donc, effectivement, il y a des images qui sont véhiculées. Pourquoi pas? Donc, par exemple, la tendance maintenant, c'est de parler d'agriculture régénérative plutôt que d'agriculture de conservation parce que ça parle un peu plus. Et puis parce et qu'utilisent parfois des poudres ou des infusions de thé, des ceci, des cela. Ça aussi, c'est des idées reçues ou c'est simplement du bon sens? Bon, je vais y revenir, mais avant, peut-être pour finir sur le point présent, c'est que derrière ces mots, par contre, deviennent aussi très vite des outils marketing. Donc là, il faut être un petit peu attentif à la fameuse feuille de route. Où va-t-on? Est-ce qu'on est retombé dans la pensée magique? Écoutez, oui, je vais vous faire de l'agriculture régénérative, je vais soigner le climat. D'ailleurs, regardez, j'ai le bon détecteur, j'ai la bonne poudre, j'ai le bon truc, et c'est parti. On n'arrivera à rien avec ça, mais on fera un beau business. Ça, oui. Voilà, donc il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais si on veut faire un beau business, ça fait… Voilà, enterrer des biochars, c'est magnifique. Des biochars, définissez-les. Alors, c'est des charbons, une sorte de charbon qu'on fabrique avec de la biomasse, donc avec en général du végétal, mais enfin, ça peut être n'importe quoi, qu'on fabrique. Et puis ensuite, on a ces charbons. De nouveau, dans ces magiques, on a découvert sur les sites amérindiens à la fin du siècle passé, dans des zones où les sols sont extrêmement lessivés ou extrêmement acides, tout à coup des sols riches en matière organique. Mystère, les Amérindiens appelaient ça des terra preta, ça avait été laissé par les populations précédentes, et ça contenait beaucoup de microcharbons. Liés, on ne sait pas exactement à quoi. Bref, sur cette base-là, immédiatement,
les blogs Internet, les machins, la planète est sauvée, on va y mettre partout et ça ira très bien. Voilà. Donc derrière, effectivement, de bonnes raisons de s'intéresser à ça, du business aussi, etc. Et il y a les chantres du biochar, on va en mettre partout, ça va fertiliser les sols, ce sera magnifique. C'est un discours qui est extrêmement dangereux pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Mais en tout cas, on va vous proposer de faire ça. Or, ce modèle, si vous êtes en 2048 et puis qu'en 2050, on a notre fameuse échéance et puis qu'on n'a rien fait, c'est le meilleur modèle. On met des pyrolyseurs partout, on pyrolyse tout ce qui bouge. Et puis, vous avez le avant-après. C'est comme, vous savez, les pubs pour l'implant capillaire ou le régime amaigrissant. Vous avez 2 photos avant-après. Là, vous arrivez le matin sur la parcelle, il n'y a pas de carbone. Vous repartez le soir, vous avez mis 100 tonnes de biochar. Il y a 100 tonnes de carbone en plus. Quel est l'intérêt pour la qualité des sols, pour l'agriculteur, pour les services écosystémiques et finalement pour le bilan carbone? Parce que d'où ça vient et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cette biomasse? La question ne sera pas posée. Alors aujourd'hui, je force un peu le trait, mais pas tant que ça. Et effectivement, c'est un mode de pensée qui est extrêmement séduisant, puisqu'on crée une filière commerciale, on crée un mode d'action qui est traçable, et on a un résultat qu'on peut mettre en avant. Voilà. Donc attention, dans ce mode de fonctionnement, on peut partir dans tous les travers en se donnant tous les apparats du vertueux. Alors justement, une autre idée qui circule, qui est pleine de vertus, l'agroforesterie, l'arbre paysan, plantez des haies, raccourcissez les parcelles, mettez des bosquets partout et boum, tout ira mieux, vous demande Anne Kimmel, vous en pensez quoi? De nouveau, si on est dans la pensée magique en disant j'y mets des arbres et tout ira bien, c'est pas gagné. De nouveau, on a différents leviers sur lesquels on peut jouer ou pas, en fonction de la situation de son exploitation, en fonction de la main-d'œuvre qui est sur place, en fonction des marchés qu'on a autour. Et tout ça est adapté. Et là, sur l'exploitation, il y a un décideur. Et s'il a 60 ans ou s'il en a 25, ou peut-être l'âge dans sa tête, en fonction aussi de l'endettement, en fonction de plein de choses, il va prendre des décisions différentes. Et l'essentiel, c'est qu'il prenne les bonnes pour s'en sortir économiquement. Le rôle du système derrière, c'est-à-dire de la chaîne de valeur et puis aussi de tout l'encadrement, c'est de faire monter l'eau suffisamment pour que la poussée d'Archimède aille dans le bon sens. Donc, il faut concevoir un environnement, un écosystème pour l'agriculteur qui l'emmène dans une situation où, pour commencer, il vit, il a de l'argent et il ne se suicide pas, et en même temps, ma foi, le capital naturel est valorisé. Aujourd'hui, un exemple avec cette histoire de carbone, vous rémunérez du flux carbone. Ah, vous avez stocké du carbone, mon bon, c'est parfait. Vous n'en avez pas stocké, c'est pas bien. Bon. On peut parler de plein de choses là-dessus, mais un aspect. Si vous avez très peu de carbone dans votre sol, vous avez de la chance, parce que là, en adaptant un petit peu vos techniques, vous allez progresser très bien. Si vous en avez beaucoup, vous êtes arrivé à un niveau très vertueux. Vous progressez très peu, et les efforts sont là. On est déjà dans l'absurde. C'est-à-dire que si on ne considère, par rapport à l'agriculture, que l'aspect flux de carbone de l'atmosphère vers le sol, on a déjà dessiné un monstre. C'est pas ça. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une qualité. Pardon, je dis ça, mais tous les interlocuteurs qui s'y intéressent sérieusement, notamment dans la chaîne de valeur, le comprennent assez vite. Ils se mettent autour d'une table, ils réfléchissent. Au bout de quelques temps, ils vous disent mais ça joue pas. Ça joue pas si on paye que la séquestration. Ça veut dire quoi? Et je repense à la présentation de Philippe Billet la dernière fois. Ça veut dire que le capital acquis en qualité, quelque part, il doit avoir une valeur reconnue. Voilà. Et non pas la seule additionnalité en carbone que permet un. Eh bien non. Parce qu'un carbone qui reste à un niveau élevé, c'est une additionnalité permanente. Voilà. Et ensuite, on vous pose toujours la question, ah oui, mais attendez, c'est l'objection immédiate. Dès qu'on est dans les milieux de décision, oh, mais écoutez, ça ne joue pas, cette histoire, parce que c'est réversible. Alors ça, c'est la grande critique qui est faite au carbone dans les sols. C'est réversible. Ah bon? Parce que fermer des mines de charbon, ce n'est pas réversible. On ne pourrait pas les rouvrir. Ça, je n'ai jamais entendu. Mais effectivement, c'est réversible. C'est-à-dire, si demain, on place les agriculteurs dans des situations où tout ce qu'ils peuvent faire, c'est massacrer leur sol, ils vont les massacrer. C'est une responsabilité collective. On retrouve cette nécessité d'impliquer effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur dans la gestion de son environnement. Voilà. Mais ça, dit comme ça, je ne sais pas si c'est déconcertant ou pas pour l'auditeur, ça paraît bref, mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'on ne peut ne jamais croiser parce qu'on est comme en mathématiques où on peut traverser un hyperplan sans rencontrer aucun de ces points. Mais finalement, on arrive à ne pas rencontrer ce genre d'évidence lorsqu'on travaille sur des chaînes de pensée linéaires. Comme ça, on va prendre le problème A, les pesticides, on va prendre le problème B, le carbone, on va prendre le problème C, on les traite chacun différemment.
ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et ça, il faut le faire émerger. Ben justement, question qui sera la dernière question de notre entretien. Question de Céline Thomas, que je salue. Comment rendre la complexité et le doute plus enthousiasmant et joyeux que les certitudes paresseuses de la solution qui rassure? C'est un peu Boum. voilà, la question à 10 francs suisses. Vous n'avez pas 4 heures. À vous entendre, il y aurait un peu d'humilité à considérer ces grandes idées juste que comme des idées et pas comme des modes d'emploi ou des boîtes à outils. Mais ça, c'est pas dans notre nature humaine. Donc, comment on rend cette complexité enthousiasmante et joyeuse? Foi de journaliste, c'est très difficile de parler complexité dans les médias. La complexité emmerde parce que la complexité prend du temps. Le manichéisme, prendre parti, c'est plus simple. Ah oui, les médias sont tout à fait à l'unisson du reste. Ça les agace beaucoup quand on commence à dire non, attendez, c'est pas si simple. On sent tout de suite une irritation, une envie de couper le son. Tout à fait. Alors, quelle solution vous avez pour rassurer Céline Thomas? Vous voulez la solution? Non, Ouf. quelques idées. Non, alors il se passe des choses très intéressantes. Vous avez différents acteurs de type fondation qui travaillent en ce moment avec la chaîne de valeur justement pour mettre en lien la pratique agricole, la qualité qu'on peut en attendre et puis l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est très, très intéressant. Citez-la, quelle fondation? Par exemple, sur France interviennent Earthworm et pour une agriculture du vivant, par exemple, avec des programmes avec différents partenaires. Il y a beaucoup de parenté, mais il y a à chaque fois une réflexion à la fois sur des indicateurs simples, compréhensibles par les agriculteurs, utilisables simplement, pas forcément l'usine à gaz ni le capteur extraordinaire. Mais pour une agriculture du vivant, on a sorti l'indice de régénération, c'est ça? Voilà, par exemple, oui. Je fais partie du conseil scientifique de ces organisations, c'est ce qui me permet de connaître, mais voilà, je trouve qu'on prend des directions extrêmement vertueuses avec ce genre de choses qui permettent de dépasser les querelles de labels, la rigidité, les formats appliqués, etc. On est plutôt orienté vers du résultat et du résultat traité en partenariat avec partage d'informations et de compétences dans la chaîne de valeur. Ça, un autre exemple peut-être, parce que là, du coup, vous êtes jugé parti, vous faites partie de l'agriculture du vivant. Un autre exemple de fondation, de chaîne de valeur qui est en train de prendre en compte cette complexité, justement. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir en donner d'autres parce que, effectivement, d'une part, ces deux-là, la Sol Vivant avec Earthworm et puis PADV, je les connais bien, mais d'autre part, eux-mêmes ne sont pas forcément au clair sur l'existence de mouvements équivalents. Alors après, il se passe plein de choses. Par exemple, vous avez un outil qui a été créé qui s'appelle Farmer Connect, qui est utilisé par des gens qui travaillent sur l'approvisionnement en café. Qui ont travaillé avec IBM. Et puis pour l'instant, c'est un outil qui vous permet de scanner votre parquet de café puis de voir l'exploitation agricole, d'où il vient. Et ce sont des petits exploitants. Bon, là, ils commencent à réfléchir en disant, et maintenant, si on incorporait d'autres choses, c'est-à-dire effectivement la qualité du sol, etc. Voilà. Donc on voit que c'est là où je vous dis que dans les milieux plutôt de la chaîne de valeur, il y a une ouverture très grande à ces solutions-là. Elles sont pas toujours complètes, pas toujours mûres, mais elles sont en évolution et on espère des rapprochements. C'est des sujets qu'on va travailler avec Eurosoil, c'est-à-dire de petit à petit développer cette compétence-là. Si même la grande industrie travaille, effectivement, on est plutôt rassuré. Alors, en fait, j'ai oublié complètement une question qui est revenue, et donc, du coup, je vous la pose, sinon je vais me faire engueuler, de Daniel Jamard. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les inoculums, les thés de compost, les ferments, les huiles essentielles qu'on a fait qu'évoquer et voilà, ça aussi, c'est de la pensée magique, ça marche, c'est du bon sens. C'est quoi pour vous? Alors, il y a 1000 questions en fait dans la vôtre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes s'il y a retour d'expérience intéressant. Effectivement, on a très vite des gourous, des gens qui sont tellement enthousiastes qu'ils sont dans l'hyperbole, ils dépassent complètement l'enjeu, mais par contre, ça peut être mis à disposition des agriculteurs, ces retours d'expérience, et puis être utilisé. Ensuite, il y a la recherche qui peut suivre ou pas en disant est-ce qu'on en fait quelque chose. On est plusieurs à travailler sur ce qui se passe en biodynamie, par exemple. Alors Dieu sait si la biodynamie, c'est la révélation, les astres et les petites doses de quelque chose. Il n'empêche qu'on trouve au niveau de la microbiologie des sols et des propriétés physiques des sols des effets hautement significatifs. Ne m'en demandez pas plus, on n'a pas compris, mais c'est intéressant d'aller se pencher sur ces différents modèles. Petit A, petit B, on n'empêchera pas les gens d'être dans la pensée magique, c'est-à-dire mon compost de thé, mon machin, mon truc, ça résout tout.
et d'être effectivement versé dans le côté gourou. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, il y a d'autant plus de gourous en milieu agricole que la recherche n'est pas assez présente. Et ben voilà. Effectivement, donc rapprochons plus que jamais, c'est un peu le but du PECNOLAB, du réseau Sol, les chercheurs, des praticiens. Pascal Boivin, merci pour votre clarté. Nous fûmes jusqu'à 100, nous sommes encore 80, ce qui est bon signe, 21h39. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. Merci encore pour votre clarté, oui. Mais je vous en prie, bonne soirée à tout le monde alors. Attendez, c'est pas fini, il faut que je fasse ma conclusion maintenant. Je précise, mesdames, messieurs, qu'il n'y aura pas d'émission durant l'été parce que c'est l'été et qu'on se retrouvera tous ensemble à la fin officielle de l'été, le 21 septembre, pour une rentrée studieuse. Devinez avec qui? Avec celui par lequel tout a commencé. C'était à Toulouse, fin 2019. Marc-André Sellos, qui va nous parler de son dernier ouvrage, qui nous parlera, pardon, de son dernier ouvrage, L'origine du monde. Alors, vous pouvez imaginer la couverture qu'aura ce livre. Non, en fait, vous vous trompez. Il ne parlera pas de Gustave Courbet ni du sexe féminin. Ce ne sera pas non plus un manuel d'obstétrique. Je vous rassure, c'est une histoire naturelle. Enfin, je vous rassure, non, après tout, je n'ai pas à vous rassurer. Ce sera une histoire naturelle du sol à l'attention de ceux et celles qui le piétinent. Dixit Marc-André. D'ici là, je vous invite et j'invite tous les adhérents et sympathisants à participer à l'Assemblée générale de l'Association française d'études des sols ce vendredi à 16h et par-dessus le marché pour fêter les 20 ans du réseau Sagne et de la SCOP Sagne qui savent faire la fête. Eh bien, rendez-vous à La Montélarié dans le Tarn pour 2 jours de fête des Sagnes les 11 et 12 septembre prochains. En général, ça discute, ça rigole et ça fait honneur à l'agriculture française, donc au sol français, par tout ce que ces sols savent produire de boissons alcoolisées et de produits qui se mangent et qui se dégustent très longtemps et en groupe, si vous voyez ce que je veux dire. Merci pour votre fidélité depuis 1 an, depuis 12 numéros. Merci d'être présent, de soutenir cette série d'émissions qui remporte chaque mois un succès. Et moi, j'en suis très content. Je suis très heureux de participer à cette aventure. Pascal Boivin, encore 1000 merci pour avoir mis votre petite pierre, votre grosse pierre, pardon, à l'édifice. C'est donc la 12e pierre de ce tumulus qui, grâce à Jacques et Céline Thomas, se dresse sur le sol français pour montrer qu'ici, on sait parler, on parle de ce que l'on connaît. Merci à toutes, merci à tous. Bon été et vous pouvez reprendre une vie normale. Comme je le dis, c'est la 12e fois. Pour moi, ce soir, ce sera ratatouille que j'ai faite juste avant. Elle est encore en train de chauffer. Bonne soirée.